sommaire de ce journal. François Compaoré sera-t-il extradé dans les semaines à venir pour être jugé au Burkina Faso dans l'affaire assassinat de Norbert Zongo? Il est trop tôt pour répondre à la question, mais un signal important vient d'être donné. Le Conseil d'État français a validé ce vendredi l'extradition du frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré. François Compaoré, par le truchement de ses avocats, dit prendre acte de cette décision et annonce avoir saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour faire échec à cette extradition. Quels sont les différents scénarios à envisager? Nous en parlerons au téléphone dans ce journal avec l'un de ses avocats. Il était environ 20h hier quand la fumée blanche est sortie du conclave des commissaires de la CENI et c'est finalement le représentant de la communauté catholique Élisée Ouedraogo qui a été élu président de la Commission électorale nationale indépendante, une élection qui vient mettre fin à une crise au sein de l'institution qui ne faisait que trop durer. Et puis, le dossier de ce journal, lui, sera consacré à Youssouf Zalé, élève handicapé moteur qui a réussi brillamment au baccalauréat 2021 avec la mention bien après 3 ans passés hors de l'école. C'est une histoire assez émouvante et édifiante que nous vous proposons de suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. D'abord, justice pour commencer. C'est peut-être un cap décisif qui va être franchi dans le dossier François Compaoré. L'information est tombée en milieu de journée. Ce 30 juillet, le Conseil d'État français statua en premier et dernier recours à valider l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. François Compaoré, frère cadet de l'ancien chef de l'État déchu Blaise Compaoré, est notamment suspecté d'avoir commandité l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Les faits se sont déroulés en 1998. Et pour en parler, nous sommes au téléphone avec l'un de ses avocats, Maître Biya. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes l'un des avocats de François Compaoré. D'abord, dans quel état psychologique se trouve votre client ce soir? Comment a-t-il accueilli cette information? Écoutez, je salue le Burkina Faso, qui est un pays ami de la France. Et je salue tous ses habitants. Le Conseil d'État français a statué tout à l'heure, à 14h, il a rendu sa décision. Il a validé l'extradition de François Compaoré, qui, vous le savez, a été donc autorisé par le Premier ministre français. Je dois dire que j'ai été impressionné et ému par le sang-froid, le courage et la clarté de François Compaoré quand il a entendu cette décision. Il était à mes côtés et voilà, c'est un homme très courageux qui est tout à fait convaincu de son innocence dans cette affaire et qui a dit en effet à la presse qu'il était prêt à affronter le système judiciaire burkinabé si l'extradition était prononcée. Justement, François Compaoré, par le touchement des avocats que vous êtes, a dit être prêt à venir se présenter devant la justice burkinabé avec dignité. Et pourtant, dans le même moment, vous, ces avocats, avez introduit un recours à la Cour européenne des droits de l'homme pour empêcher cette extradition. Est-ce que là, vous ne donnez pas l'impression de dire une chose de son contraire? Non, alors écoutez, si nous avons en effet, dès 14h10, confirmé à la Cour européenne des droits de l'homme que nous l'avions saisi, nous l'avions fait à titre préventif ces derniers jours. Donc nous avons informé la Cour immédiatement de l'arrêt du Conseil d'État. Si nous poursuivons cette procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'est parce que nous estimons qu'en l'état, dans la situation actuelle du Burkina Faso, je dis bien la situation actuelle, et compte tenu des mobiles qui ont inspiré cette demande d'extradition, les garanties auxquelles François Compaoré peut légitimement aspirer en matière de procès équitable et de jugement et éventuellement de détention, que ces garanties ne sont pas réunies. Ce qui ne veut pas dire que plus tard, dans une situation différente, François Compaoré ne serait pas en mesure de répondre devant la justice de son pays. Mais pour l'instant, nous estimons que ces garanties ne sont pas réunies. C'est ce qui nous a conduit à saisir la Cour européenne. Nous avons produit un dossier de plus de 1000 pages
devant la Cour de Strasbourg et celle-ci a engagé la procédure dès cet après-midi et elle a mis en demeure le gouvernement français ce soir à 17h40 heure de Paris de lui communiquer un certain nombre d'éléments sur des points qui lui paraissent donner lieu à discussion. Alors, Maître Briard, quand vous dites que la situation n'est pas garantie, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais écoutez, la France, en matière d'extradition, a toujours, bien sûr, refusé des extraditions à caractère politique. Elle a toujours exigé également, et c'est ce que fait la Convention européenne des droits de l'homme, des garanties sérieuses en matière de procédure, en matière de procès équitable, en matière de détention, en matière de traitement inhumain et dégradant. Et aujourd'hui, ce soir, sur deux points, la Cour européenne a demandé des comptes au gouvernement français sur la question de la peine incompressible, d'une part, et d'autre part sur le traitement qui serait réservé à François Compaoré dans l'hypothèse d'une détention. Ce qui veut dire que la Cour de Strasbourg doute fortement, si vous voulez, de la crédibilité des éléments qui ont été produits dans la procédure devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État, vous l'avez dit très justement, est une juridiction de dernier ressort en matière de décret, mais la France a signé la Convention européenne des droits de l'homme et c'est la Cour de Strasbourg qui aura le dernier mot. Alors, Maître Briard, justement, parlant de la situation judiciaire au Burkina Faso, vous estimez que votre client, s'il était extradé, risque d'être exposé à des cas de torture et de traitement inhumain. Sur quoi vous fondez votre argumentaire? Parce que si on prend l'exemple, par exemple, du général Gilbert Diendéré, qui était proche du régime, l'un de vos arguments, il a été jugé et incarcéré ici au Burkina Faso et jamais ses avocats n'ont fait cas de traitements inhumains. Quelles sont vos argumentations? Nous avons produit devant le Conseil d'État des éléments qui émanent des Nations Unies, qui émanent du Comité contre la torture. Nous avons produit également des éléments qui nous ont été fournis par les avocats burkinabés de François Compaoré et qui nous permettent de dire qu'en effet, il y a des risques. Et vous voyez, j'ai sous les yeux la notification de la Cour européenne des droits de l'homme ce soir. Elle s'interroge en disant, je cite, « Les assurances fournies par les autorités du Burkina Faso sont-elles suffisantes du point de vue de leur contenu pour garantir que le requérant serait protégé ?» Voilà. Et sur la question de la peine incompressible, il y a un véritable problème. Et la Cour de Strasbourg l'a immédiatement vu, puisque vous savez qu'au Burkina, certes, vous avez supprimé la peine de mort, mais la peine à perpétuité existe et la Cour européenne des droits de l'homme ne veut pas de peine incompressible. Maître Briard, là vous ne répondez pas à ma question sur des exemples de cas de torture sur des prisonniers ici au Burkina Faso, mais on ne pourra pas entrer dans les détails, le temps nous manque, nous allons finir avec cette question. Quels sont les différents scénarios maintenant? Rapidement. Alors, écoutez, les scénarios, la Cour européenne donc, a donné un délai au gouvernement français qui expire mardi soir, à 18h heure de Paris, pour s'expliquer, pour se justifier. Ensuite, nous aurons un délai nous-mêmes pour nous prononcer, pour dire ce que nous pensons. Par exemple, sur la question de la torture, voilà, on reprendra les observations finales des Nations Unies, voilà, le rapport périodique du 18 décembre 2019 qui contient hélas des considérations qui ne sont pas en faveur du Burkina. Bon. Nous allons donc répondre au gouvernement dans la journée de mercredi de la semaine prochaine et la Cour va se prononcer sur la demande de mesures provisoires, je pense, d'ici la fin de la semaine prochaine. Et donc il y a deux possibilités. Soit nous avons satisfaction et elle fait injonction à la France de ne pas procéder à l'extradition. Et dans ce cas, la procédure au fond va durer plusieurs années. Donc François Compaoré sera protégé de la mesure d'extradition. Soit la Cour
rejette la demande de mesures provisoires, considère que l'arrêt du Conseil d'État a bien jugé, si vous voulez, et dans ce cas, il faudra bien sûr envisager donc le transport de François Compaoré, mais nous n'en sommes pas là. Merci, Maître Bria. Merci pour votre intervention. Et pour voilà. Merci bien. À bientôt. À bientôt. Et pour être complet sur ces sujets, sachez que nous avons contacté le ministère de la Justice, c'est-à-dire l'État burkinabé, pour se prononcer sur cette affaire. Et le ministère de la Justice nous a répondu qu'il ne souhaiterait pas pour l'instant se prononcer. Dans le même registre, et du côté de la Côte d'Ivoire maintenant, on apprend depuis hier que la CPI, la Cour pénale internationale, a levé le mandat d'arrêt international dont Simone Eyive Gbagbo, l'épouse du président Laurent Gbagbo et ancienne première dame, faisait l'objet, et cela suite à une demande du nouveau procureur de la CPI. Toute autre chose, de la suite de ce journal, ça y est, la CENI a un nouveau président. Élisée Ouedraogo a été élu hier à la tête de la Commission électorale nationale indépendante avec 13 voix contre 2 pour son adversaire. Son élection vient ainsi mettre fin à la crise qui secouait la CENI depuis plusieurs semaines et qui a nécessité la médiation du chef de l'État, Élisée Ouedraogo, et les magistrats, et il est le représentant de la communauté catholique au sein de la CENI. Roméo Koeta. C'est finalement lui, le magistrat Élisée Ouedraogo, qui présidera la destinée de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Faute de consensus, ce représentant de l'Église catholique a remporté l'élection face à Adama Kafando, le représentant de la communauté musulmane, par 13 voix contre 2. Il remplace ainsi Newton Ahmed Barry pour les 5 années à venir à la tête de la commission électorale. C'est l'aboutissement d'un long processus jalonné de crises sur fond de récusation. Le nouveau patron de la CENI le sait, alors sa priorité, ramener la sérénité au sein de la maison. À ce stade, ensemble, nous regardons vers l'avenir. Nous savons que ça n'a pas été facile, mais l'esprit de concertation et la hauteur de vue de l'ensemble des acteurs, vous l'avez suivi, a permis aujourd'hui que nous puissions avoir une équipe de la CENI et aussi avoir un bureau permanent pour assurer l'exécution des décisions qui seront prises par la plénière des commissaires. Le ministre en charge de l'administration territoriale se réjouit de l'esprit démocratique qui a animé l'ensemble des commissaires. Il pense que c'est le moment de rectifier le tir afin de rassurer les sceptiques sur les capacités de la nouvelle équipe à remplir convenablement ses missions. Je n'ai aucune crainte. Cette CENI-là, elle va être une CENI très très responsable, une CENI très efficace. Je ne doute pas de cela. D'ailleurs, cette épreuve-là que nous avons traversée constitue un défi pour le nouveau président, pour ses vice-présidents, pour tout l'ensemble des commissaires, pour prouver que même si on a un peu trimé pour sortir l'institution, elle vaut quand même son pesant d'or. Le défi est donc énorme pour Élisée Ouedraogo et ses collaborateurs qui tournent déjà le regard vers l'avenir, car dans moins d'un an, il y a l'organisation de l'élection municipale prévue en mai 2022. Le successeur de Newton Ahmed Barry semble bien connaître la maison pour avoir d'abord été directeur de cabinet de maître Barthélemy Kéré, ancien président de la CENI, et vient d'entamer son deuxième mandat de commissaire au titre de l'Église catholique. Il sera secondé par 2 vice-présidents, Malik Yamba Sawadogo de la majorité et Aboubakar Relwende Savadogo de l'opposition. Elle est célébrée tous les 26 juin. La journée internationale de soutien aux victimes de la torture a été commémorée en différé ce 30 juillet au Burkina Faso. Occasion pour le gouvernement de réaffirmer sa volonté à honorer ses engagements vis-à-vis des exigences de la Convention des Nations Unies contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le sujet était au cœur d'un panel organisé par le ministère de la Justice et des Droits humains. Plus de précisions, Abdelaziz Sarré. Au cours des 5 dernières années,
Des cas de torture et de mauvais traitements ont été recensés dans 141 pays sur 195 États selon Amnesty International. Des chiffres alarmants qui attestent que le recours à la torture pour punir, dissuader ou obtenir des informations reste une tentation permanente des États et des groupes armés non étatiques dans les situations de conflit ou non. Pourtant, cette pratique est interdite par les Nations Unies qui a adopté en 1984 la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Burkina Faso, qui l'a ratifié en 1999, n'est pas encore bon élève en matière de respect de cette convention. En initiant ce panel, le gouvernement veut sensibiliser les Burkinabés sur leur rôle et responsabilités en matière de prévention de la torture et de la prise en charge des victimes au cas échéant. Le gouvernement du Burkina Faso, à travers son département, reste focalisé sur les défis à relever pour l'éradication complète de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants sur son territoire et le soutien nécessaire à apporter aux victimes de ces ignobles pratiques. C'est pourquoi je nourris de grandes attentes pour les idées qui découleront des riches échanges qui résulteront de ce panel, en ce sens qu'elles contribueront, je n'en doute point, au renforcement des efforts pour un meilleur respect des droits des victimes de la torture et des pratiques assimilées, de même qu'à leur éradication. Ce panel, qui regroupe les FDS, les organisations de la société civile et le personnel de la santé, s'inscrit dans le cadre de la commémoration en différé de la Journée internationale pour le soutien des victimes de la torture. Une activité soutenue financièrement par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD à travers son programme Cohésion sociale, sécurité et état de droit, COSED. La lutte contre la torture passe nécessairement par le respect de ses engagements en la matière et la reddition des comptes vis-à-vis des instances internationales. C'est pourquoi je félicite le gouvernement du Burkina Faso pour la soumission de rapports périodiques devant les instances onusiennes telles que le Conseil des droits de l'homme, le Comité des droits de l'homme et le Comité contre la torture. Nous saluons également les efforts du gouvernement en vue de faire du mécanisme national de prévention de la torture une réalité. C'est le 26 juin de chaque année que se commémore la Journée internationale pour le soutien des victimes de la torture, pour rappeler au monde de s'unir et de soutenir les centaines de milliers de personnes qui ont été victimes de la torture. À présent, cette question, comment légiférer dans un secteur aussi vaste et parfois incontrôlable que sont les technologies de l'information et de la communication? Le sujet est d'actualité. Les textes, souvent pas assez précis, que faut-il faire? La discussion est menée par l'ARCEP et les magistrats. Le compte rendu de Maxime Ilboudo et Arsène Kanditamde. Les innovations technologiques dans le secteur de la communication électronique et des postes évoluent très vite. Pourtant, les textes qui encadrent ce secteur n'évoluent pas au même rythme. La régulation implique de nombreuses difficultés, avec souvent des incompréhensions entre les différents acteurs. Cette plateforme d'échange entre l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes et les magistrats, se veut une réponse à la problématique. C'est l'occasion pour l'ARCEP de partager avec les magistrats les spécificités du secteur, ce qui permettra aux magistrats d'analyser les textes avec un œil plus technique. Cette formation qui intervient à la suite de plusieurs sessions vise d'abord à outiller l'ensemble des magistrats sur la question de la réglementation des communications électroniques et des postes. Elle vise d'abord à mettre à leur disposition l'ensemble des textes régissant ce secteur, à permettre des échanges, à mieux comprendre ce secteur. Au cours de cette journée d'échange, il s'agira de recueillir les difficultés auxquelles sont confrontés les professionnels du droit dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils sont saisis pour des dossiers en lien avec le domaine de la régulation des communications électroniques et des postes. Elle vise à outiller les hommes du droit sur la législation en vigueur afin aussi de pouvoir rendre des décisions éclairées. Au vu des échanges, des réalités auxquelles chacun dans l'exercice de ses fonctions est confronté, ça nous permet donc de mieux comprendre justement les problématiques pour être beaucoup plus en phase les uns avec les autres. Durant cette session de 4 jours, plusieurs thématiques seront abordées
dont, entre autres, les principes qui gouvernent la régulation des communications électroniques et des postes, les aspects techniques des communications électroniques, la problématique de la qualité des services de communications électroniques et des postes et des enjeux. Ces thématiques devraient permettre aux deux parties d'en savoir davantage sur l'écosystème des communications électroniques et des postes. De ces échanges, il ressortira des recommandations pour permettre une meilleure protection des données à caractère personnel. Venons-en à présent au grand format de ce journal. C'est l'histoire d'un élève en classe de terminale qui voit sa vie basculer le jour même de son anniversaire quand on lui ampute une jambe suite à une maladie. Ce sera pour Youssouf Zalé le début d'une autre vie qui va l'éloigner des bancs de l'école pendant 3 ans. C'était en 2017. Mais en 2021, il revient, s'inscrit et passe le baccalauréat. Il l'obtient avec la mention « bien ». Retour ce soir sur ce pan de vie qu'on pourrait modestement intituler « Quand la détermination d'aller de l'avant triomphe du handicap ». Reportage, Sotour Justin Dabiré. Youssouf Zalé a perdu l'usage de son pied gauche en classe de terminale D. Un événement douloureux qu'il considère aujourd'hui comme le mystère de sa vie. J'ai la date en tête parce que c'est un événement qui m'a marqué. C'est un lundi 6 février, j'ai quitté la classe à 12h, je suis rentré, je n'ai plus mis les pieds à l'école. Bon, on est venu, bon, on pensait que ça allait passer. À un moment donné, bon, le docteur est venu m'approcher et dire qu'à l'état de ton pied là, bon, c'est pas... Il est venu m'annoncer tout simplement que l'état où mon pied là est, la meilleure solution, c'était l'amputation. Pourquoi nos nuits sont si tristes? Pourquoi nos rêves n'ont plus de valeur? Après le 6 février 2017, Youssouf doit encore faire face à une autre date choquante de sa vie. Une date qu'il n'oubliera jamais. Le 6 septembre 2017, jour de son anniversaire. Ce jour-là, j'ai coulé des larmes. Bon. Mais je n'ai pas hésité à prendre la décision puisqu'il m'avait demandé si je voulais, il pouvait amputer. Si je voulais aussi, il pouvait laisser ça et essayer de soigner ça. Mais en ce moment, en tout cas, les taux de succès étaient très, très faibles. Je me souviens, la maladie a commencé le 6 février, un lundi. J'ai été amputé le 6 septembre, le jour de mon anniversaire. Ce jour-là, nous étions tous découragés. Nous n'avons pas pu manger ici dans la cour. Une personne qui a ses 2 pieds peut se débrouiller. Mais s'il n'a qu'un seul pied, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on s'en remet à Dieu. C'est sa volonté. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Passé cet épisode difficile de sa vie, Youssouf décide avec le soutien de sa famille et de ses camarades d'enfance de reprendre le chemin de l'école. Candidat au baccalauréat session de 2021, c'est avec brio qu'il décroche son bac D avec une moyenne de 15,46 sur 20. Son rêve, devenir informaticien pour servir sa nation. Les parents se sont sacrifiés et pour moi, et si j'abandonnais comme ça, c'est comme si je m'étais avoué vaincu davantage. Donc, il n'en était pas question d'abandonner. Et tout homme ne doit jamais abandonner jusqu'à ce que la mort même vous applaudisse avant de vous prendre. Tellement que vous êtes battu. En tout cas, c'est difficile pour nous de satisfaire à ses besoins. Présentement, je suis victime de la tension depuis l'année passée, mais voilà toujours souffrant jusqu'à présent. Même l'accès à la mosquée est tout un défi pour moi à cause de mon état. Il peut témoigner. On dépend tous d'eux actuellement que des bonnes volontés. Mais comme c'est son désir de poursuivre les études, on ne peut que s'en remettre à Dieu.
Malgré la situation sociale difficile de ses parents, Youssouf Zale veut voir réaliser son rêve. Un rêve qui doit passer à tout prix, selon lui, par des études universitaires. Voilà la force de réussir. Eh bien, Youssouf Zale, pour aller au bout de ses ambitions, pourrait sans doute et peut-être intégrer l'université Joseph Kizerbo, notamment le CEFOR-GRI, un centre qui s'impose davantage comme le pôle par excellence de formation des hauts cadres dans divers domaines. Ces curricula font la différence. Il vient d'ailleurs de lancer 9 nouveaux programmes de recherche, de quoi étoffer encore les possibilités de formation qu'offre le CEFOR-GRI. Maxime Ilboudo, Archimel Boy. Fait de l'université Joseph Kizerbo un pôle d'excellence régional en matière de formation et de recherche en évaluation et en gestion des risques environnementaux et sociaux. C'est l'ambition poursuivie par le CEFOR-GRI, le Centre d'études, de formation et de recherche en gestion des risques sociaux. En plus du volet recherche, le CEFOR-GRI dispose d'un volet enseignement et formation en certificat, licence et master. En une année de mise en œuvre, le CEFOR-GRI a créé 3 nouveaux masters, soit plus de 60% des attentes de la Banque mondiale exprimées dans ces TDR. Cette année, le centre a octroyé 10 bourses à des étudiants originaires des pays de la sous-région, le Mali, le Niger, le Bénin et le Cameroun. Les résultats atteints aujourd'hui sont sans appel. Je les cite. Des curricula de 6 certificats, formation de courte durée, sont élaborés de façon participative avec l'implication des acteurs du monde économique et social. Ce 26 juillet, les autorités universitaires procèdent au lancement de 9 nouveaux programmes de recherche avec des sous-spécialités. Ce nouveau-né dans l'univers de la formation entend créer des services d'expertise dans les domaines de la santé communautaire, des ressources naturelles, dans la sauvegarde de l'environnement social axé sur les secteurs de l'eau, l'agriculture et l'élevage. Ce que le centre attend de nos universités, c'est le renforcement de cet ancrage institutionnel. Jusqu'à présent, nous avons bénéficié des appuis des 2 universités, l'université Thomas Sankara et l'université Joseph Kizerbo. Nous avons bénéficié de leurs appuis, mais nous attendons toujours cet accompagnement parce que les procédures de la Banque mondiale sont des procédures qui vont vite. Et nous devons produire des résultats dans les meilleurs délais, sinon dans les brefs délais. Le projet CEFOR-GRI est mis en place par l'université Joseph Kizerbo en partenariat avec l'université Thomas Sankara. Il bénéficie du soutien de la Banque mondiale dans le cadre de son programme Centre d'excellence africain pour l'impact au profit des Africains. Vous le savez peut-être, 80% de la population burkinabé active travaille dans l'agriculture, ce qui fait de ce secteur l'un des piliers de l'économie burkinabé. Paradoxalement, le secteur peine à s'adapter aux nouvelles technologies de production. Le gouvernement dit s'être inscrit dans cette dynamique et à ses côtés, il y a l'association Wakat Lab qui, à travers son projet AgriHack, veut accompagner les startups intervenant dans l'agriculture avec l'innovation agricole. La semaine dernière, elle a initié un atelier dans ce sens. Kader Kondé et surtout Justin Dabiré. Reportage. 11 projets sont présentés au jury de la finale de la première édition de AgriHack 226. Des projets présentés par des jeunes promoteurs de start-up qui proposent des solutions adaptées pour l'agriculture. Des projets qui n'ont pas répondu au thème du concours TIC et agriculture dans un contexte de développement durable selon les membres du jury. Ce qui nous a manqué ce soir, c'est le caractère appliqué et applicable des solutions qui ont été proposées. Sinon, ils ont bien réfléchi techniquement, il n'y a pas grand-chose à redire. Il faut qu'on puisse les encourager afin qu'ils ne soient pas découragés. Et là, ils ne partent pas de rien. Il y a aussi, c'est vrai qu'il y a le prix en numéraire, mais il y a l'offre de renforcement des capacités qui a été faite et qui va leur permettre d'aller plus loin et de renforcer leurs idées. Yagreyam fait partie des groupes qui ont tout de même reçu des prix de reconnaissance à l'issue du concours. Mais on a beaucoup appris, vraiment beaucoup. Après, on a parlé en public et tout, pouvoir présenter nos idées, vraiment montrer ce qu'on vaut vraiment. Ouais, c'était une très belle expérience. Non, pas du tout. Pas du tout. On a vraiment eu beaucoup. Et en plus de ça, on pourra
encore apprendre plus avec l'incubation qu'ils nous offrent. Donc, vraiment, on a gagné doublement même. Wakat Lab veut, à travers cette initiative, contribuer à accroître la production agricole, renforcer l'entrepreneuriat des jeunes et le leadership dans le domaine des TIC pour l'agriculture. Ces 3 jours se sont déroulés très bien. Nous avons vu des équipes qui étaient motivées et qui ont bossé acharnement afin de pouvoir trouver déjà des projets innovants, des solutions innovantes qui vont contribuer au développement du secteur de l'agriculture au Burkina Faso. Koudougou est désigné comme ville hôte de la 2e édition de AgriHub 226. Créé en 2011, Wakat Lab a pour but de permettre à la jeunesse de se retrouver, de travailler, de mettre leurs efforts de lutte au service des défis du millénaire pour l'Afrique. Après 4 années de mise en œuvre, l'heure est au bilan pour le PADEL, le programme d'appui au développement des économies locales. Il faut dire que 7 régions du pays ont bénéficié des investissements du PADEL. Certaines communes ont reçu près de 150 millions de francs CFA pour la réalisation d'infrastructures socio-économiques. Toutes les explications, Abdelaziz Assari. C'est un instrument gouvernemental qui aura contribué à la réduction de la pauvreté et les inégalités entre les collectivités territoriales au Burkina Faso, selon la ministre déléguée chargée de l'aménagement du territoire. En 4 ans de mise en œuvre, le projet d'appui au développement des économies locales PADEL a permis de réaliser, entre autres, des infrastructures marchandes, des radios communautaires et des forages dans plusieurs communes réparties dans cette région du pays. Le projet a également permis de transférer des ressources financières à des ménages vulnérables de ces zones. À l'heure du bilan, c'est la satisfaction. Le taux global d'exécution physique du projet est d'environ 62%, avec une exécution financière de 56%. Et le bilan nous permet de constater que sur la programmation qui avait été faite, nous avons réussi à couvrir entièrement cette région dans lesquelles chacune des communes a pu bénéficier de plus de 150 millions de francs CFA pour pouvoir réaliser des infrastructures socio-économiques, pour pouvoir mettre en place les conditions d'un véritable essor du développement économique en termes de capacitation des PME locales, en termes aussi de mise à disposition du matériel de travail. Et déjà, avec ce que nous avons pu faire sur les 7 régions couvertes, nous sommes vraiment très réjouis des résultats que nous constatons. À cause du retard dans la mobilisation des ressources et le démarrage tardif du PADEL, le programme n'a pas pu couvrir toute l'étendue du territoire national, selon Pauline Zouri. Mais elle rassure, plus de 16 milliards de francs CFA sont prévus pour la couverture des 6 autres régions restantes. Et donc, nous sommes en train de déployer les entreprises sur les 6 régions restantes pour pouvoir reconduire aussi des infrastructures marchandes telles que les collectivités l'ont demandé. Parce que les besoins des communes émanent d'elles-mêmes. Ce sont les communes qui font leur expression de besoin et le PADEL vient appuyer. Et donc, ce serait la même veine que nous allons utiliser pour que ces communes-là aussi puissent avoir les ressources matérielles et financières nécessaires pour pouvoir, en tout cas, développer leur économie locale. Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du PADEL sont les longs délais pour l'obtention des avis de non-objection et la situation sécuritaire qui a contraint le gouvernement à redéployer certains investissements sur d'autres communes en attendant que la situation se stabilise. Eh bien, c'est ici que s'arrête ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois de votre fidélité. Renouvelez rendez-vous demain 19h30 ici même pour notre session d'information. Bonsoir. Au revoir.